effectuée par Rodrigue Kokwando et Didier Quentin au Cameroun du 14 au 17 janvier dernier. Ce compte-rendu, il était initialement prévu au mois de mars, mais évidemment, la crise sanitaire et ses conséquences a largement perturbé notre agenda. Mais je tenais vraiment à ce que ce compte-rendu soit fait avant que l'été n'arrive. Le Cameroun est vraiment situé au centre d'un arc de crise qui va de la Centrafrique à l'est, au Nigeria à l'ouest et au nord. Il constitue ou il doit constituer un pôle de stabilité très important dans cet arc de crise, mais avec ses 25 millions d'habitants regroupant 280 ethnies, pratiquant toutes les religions et avec la particularité d'avoir hérité de 2 langues officielles, le français et l'anglais, le Cameroun est depuis 2014 dans une situation difficile, marquée notamment par les violences perpétrées par Boko Haram au nord du pays. Depuis octobre 2016 et les grèves organisées par les avocats, on s'en souvient, et les enseignants en réponse au sentiment de marginalisation, les régions anglophones connaissent une crise grave. La situation sécuritaire s'est rapidement dégradée, faisant à ce stade plus de 3000 victimes. Le massacre de plusieurs civils, en majorité des femmes et des enfants, le 14 février dernier, dans le village de Ngarbut, dans la région du nord-ouest anglophone, a suscité une immense indignation internationale et amené le gouvernement camerounais à reconnaître sa responsabilité. 3 militaires ont été inculpés le 11 juin dernier, c'est une première. La tension est encore montée d'un cran après la mort en détention à une date que nous ne connaissons pas du journaliste anglophone Samuel Bazizi, arrêté en août 2019 à Buea, dans le sud-ouest anglophone. La politique dite de l'équilibre régional n'est pas parvenue à ses fins. Une solution politique doit cependant être trouvée le plus rapidement possible et les fils du dialogue doivent être renoués entre les différentes communautés. C'est dire l'importance du compte-rendu que nos 2 collègues parlementaires vont nous faire maintenant sur ce pays qui traverse une crise depuis plusieurs années lourde et difficile. Je remercie beaucoup Rodrigue Kokwando et Didier Quentin d'avoir conduit cette mission flash à un moment qui était difficile pour ce pays et je suis heureuse maintenant de leur donner la parole dans l'ordre qu'ils voudront. Chers collègues, vous nous entendez, vous êtes avec nous, vous êtes dans notre salle de commission. Est-ce que vos micros sont ouverts? Voilà. Voilà, Rodrigue, on t'entend et on te voit. Merci. Merci, Madame la Présidente. Vous l'avez souligné, cette mission flash a eu lieu, nous l'avons fait dans des circonstances assez particulières. Et nous remercions la Commission d'avoir accepté, nous te remercions d'avoir accepté d'avoir fait cette mission flash au Cameroun. Vous l'avez si bien dit, Madame la Présidente, l'Afrique centrale est au cœur, est une zone de fragilité, voire de turbulence. Pour reprendre la fameuse théorie des dominos, dès qu'un État s'effondre, il entraîne dans son sillage les États voisins. Le Cameroun en constitue un parfait exemple puisqu'il a à gérer 2 crises nées chacune dans un pays voisin qui le fragilise. D'abord, une crise d'origine nigériane, où est né Boko Haram. Dans ce conflit, le Cameroun s'est retrouvé seul après le retrait des troupes tchadiennes du nord du Nigeria. Cette crise, couplée à l'état de la route qui mène de Yaoundé à Garoua et à Maroua, les métropoles du nord, est en train de couper le pays. C'est extrêmement dangereux et ne peut à terme que profiter aux groupes terroristes et aux mafieux. Nous avons insisté auprès de notre ambassade pour que l'AFD, qui a 1,5 milliard d'euros d'encours dans le pays, cible son aide sur cet axe nord-sud. Le ministre des Affaires étrangères que nous avons rencontré nous a répété à plusieurs reprises: Boko Haram est notre priorité. Il a demandé du soutien, mais pas d'intervention étrangère, avec des mots assez forts. L'intervention étrangère n'a jamais réglé un problème. Elle ne fait que les compliquer, tout en soulignant l'amitié et le soutien de la France ne nous fait pas défaut. Depuis donc le mois de janvier, il y a eu la grande offensive tchadienne, Colère de Boma, autour du lac Tchad, entre les mois de mars et avril consécutivement à l'attaque de Boko Haram
faisant une centaine de victimes parmi les soldats tchadiens. La coordination avec l'armée camerounaise semble avoir été satisfaisante. Le 12 juin, l'envoyé spécial de l'ONU, François-Laurent Sifal, a adressé un satisfecit aux armées tchadiennes et camerounaises. La seconde crise dont j'ai parlé au début de mon intervention est une crise d'origine centrafricaine à l'Est, où le Cameroun accueille 270 000 des 600 000 réfugiés. Ceux-ci exercent une forte pression économique et sociale dans le pays. Le Cameroun doit gérer une troisième crise, endogène celle-là. Il s'agit de la crise dite du Nozo, région du nord-ouest et du sud-ouest. Je reviendrai par la suite sur le terme. Sous domination allemande depuis 1884, le Cameroun est placé sous protectorat franco-britannique à la suite de la Première Guerre mondiale. Le pays n'est donc pas formellement une ancienne colonie française. Nos interlocuteurs nous l'ont répété. La majorité du pays est placée sous tutelle française tandis que le Royaume-Uni administre la partie occidentale. Aujourd'hui, la population anglophone représente 3,6 millions des 25 millions de Camerounais. À la suite du référendum de février 61, le Southern Cameroun se prononce en faveur du rattachement au Cameroun nouvellement indépendant, tandis que le Northern Cameroun opte pour le Nigeria. État fédéral, jusqu'en 1972, il devient un État unitaire centralisé par l'effet d'un référendum, surtout de la volonté du président Amadou Ahidjo. En 1984, le président Paul Biya achève le processus en effaçant toute trace de l'ancienne division entre anglophones et francophones. L'actuel conflit qui nous intéresse est né en octobre 2016 par un mouvement de contestation porté par des avocats, comme vous l'avez souligné, Madame la Présidente, et enseignants anglophones, réclamant une place accrue pour la common law et l'affectation de magistrats et enseignants anglophones dans les régions considérées. Membres de la société civile réclamant le fédéralisme ont joint leur voix à celle des sécessionnistes d'un mouvement nouvellement apparu, le Southern Cameroon National Council, qui réclame l'indépendance de l'Ambazonie. Des grèves générales marquées par le phénomène des villes mortes ont été massivement suivies, soit par conviction, soit par intimidation, voire violence de la part des Amba Boys, et ce en dépit de la contre-violence de la part des forces de sécurité camerounaises à partir de janvier 2017. La région a connu un pic de violence en 2018 qui a fait, selon nos interlocuteurs, nos différents interlocuteurs, service de l'ambassade de France, le PNUD, association de la société civile camerounaise, opérateur économique, environ 3 000 morts en 2 ans et un nombre de déplacés internes difficile à évaluer dès lors qu'il n'y a pas dans le pays de camps de réfugiés. L'ONU estime toutefois que 530 000 personnes, soit une personne sur 7, se sont réfugiées dans les forêts ou dans les régions francophones. Le terme génocide nous apparaît néanmoins un peu impropre. Une économie de guerre s'est mise en place. Raquettes, vols, enlèvements, incendies d'habitations, torture contre des militants de l'un ou de l'autre camp, viol. Le pouvoir a, dans un premier temps, choisi la voie de la répression. Dissolution du Southern Cameroon National Council et du consortium de la société civile anglophone. Coupure d'électricité et d'Internet. Arrestation de leaders du mouvement. Dans Sisiku Ayub Tabé, président autoproclamé de l'Ambazonie, livré par le Nigeria en janvier 2018. Déféré par la suite à la justice militaire et condamné à la réclusion à perpétuité le 20 août 2019. Ces arrestations ont eu pour effet de faire éclater la contestation à une dizaine de mouvements séparatistes qui compteraient, selon les estimations, plusieurs milliers de combattants. La balkanisation et la radicalisation rendent difficile aujourd'hui la distinction entre les groupes portant encore des revendications politiques et les groupes strictement criminels, ainsi que toute solution définitive. Évidemment, l'économie locale s'est effondrée et certaines zones ont connu de véritables famines avec pour corollaire les déplacements de population à grande échelle. Les écoles sont à leur 3e année de fermeture. Les enfants revenaient à peine dans les écoles lors de notre passage et encore uniquement en zone urbaine, plus facilement contrôlable et sécurisable. Il semble que Buea, la capitale du sud-ouest, continue de s'ouvrir, contrairement à Bamenda, au nord-ouest. Face à la dégradation de la situation en zone anglophone et sous forte pression internationale, le président Paul Biya a indiqué en octobre 2018 vouloir accélérer le processus de décentralisation. Il a organisé un grand dialogue national entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019
avec 600 délégués, dont plus de 400 anglophones. Sa préparation a été confiée au Premier ministre. Anglophone lui-même, Joseph Dion-Gut. Des personnalités aussi reconnues que le cardinal Toumi y ont participé, ainsi que la romancière bien connue en France, Calix Béal. Ce grand débat national, ce grand dialogue national a été critiqué par des partis d'opposition que nous avons rencontrés et des associations anglophones pour son manque d'inclusivité dès lors qu'un leader indépendantiste n'y a pas été convié et qui n'a pas été précédé de libération de détenus. Il a abouti cependant à une mise en place effective de la décentralisation avec l'octroi d'un statut spécial aux 2 régions anglophones. C'est probablement trop peu ou trop tard à ce stade de défiance, mais c'est un premier pas. En définitive, il nous est apparu que le Cameroun anglophone ne regroupait pas une réalité unique. Même le terme de noso, nord-ouest-sud-ouest, est largement artificiel. En effet, ces populations partagent uniquement la langue anglaise. Les populations du nord-ouest sont apparentées aux Bamileke francophones de l'ouest, tandis que les populations du sud-ouest se rapprochent plus des habitants du littoral et de Douala, où ils ont d'ailleurs trouvé refuge. Par ailleurs, si les représentants du nord-ouest ont demandé un État fédéré unique, ceux du sud-ouest souhaitent conserver leur autonomie par rapport à la région du nord-ouest. En somme, la crise est née de la mauvaise gouvernance et de la marginalisation des régions non essentielles au pouvoir central. Cette crise a dégénéré et peut, à la faveur d'une internationalisation, devenir inextricable. Un mot enfin, pour terminer sur la gestion de la crise sanitaire par le Cameroun. Le Covid n'a pas mis un terme au soubresaut politique, bien au contraire. La crise a été gérée, tout au moins publiquement, par le Premier ministre Kouté. Frontières fermées et recommandations concernant les gestes barrières, mais pas de confinement généralisé. Quant au président Paul Biya, ses apparitions se sont fait rares. Aucun discours à la nation, ce qui a alimenté des rumeurs de décès. Le temps politique s'est encore plus figé. Paul Biya a seulement accordé 2 audiences à l'ambassadeur de France durant cette période. L'opposant Maurice Kamto a exploité cette situation en s'opposant aux dépositaires du pouvoir de fait et en portant des accusations graves contre notre pays et notre ambassadeur. Enfin, la crise anglophone a connu un rebondissement avec le décès en détention du journaliste anglophone Samuel Ouazizi, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, dont les circonstances sont encore obscures et conduit à une importante mobilisation pour connaître la vérité. Je cède la parole donc à mon collègue Didier Quentin. Merci beaucoup, cher Rodrigue. Merci à Rodrigue Kokwando et donc Didier Quentin. Merci beaucoup. Et alors, chère présidente, est-ce que vous me voyez? On vous voit parfaitement bien. Et est-ce que vous m'entendez? Et on vous entend de surcroît. Bien, pour le moment. Voilà, alors Rodrigue vient de le dire, il n'y a pas véritablement d'identité anglophone constituée qui serait susceptible de générer un nouvel État-nation. À cet égard, il y a quelque chose d'assez symbolique, c'est l'évolution du drapeau. Je ne sais pas si vous le voyez, là, sur mon petit ouvrage. Le drapeau camerounais, à l'origine, dans la bande rouge centrale, il comportait 2 étoiles, ce qui laissait entendre qu'il y avait une côté fédéral avec cette partie francophone, anglophone. Et il y a eu un référendum au début des années 70 qui a remplacé ces 2 étoiles par une seule étoile montrant le caractère unitaire du pays. C'est la raison pour laquelle il nous a semblé que la crise du Nozo était plutôt le symptôme d'un État camerounais donnant des signes de défaillance. Il ne faut pas se cacher qu'il y a une certaine corruption et de ce fait, la souveraineté de cet État auprès des populations est fragilisée. Et ces populations, pour peu qu'elles parlent une autre langue, en l'occurrence l'anglais, vous avez vous-même fait allusion dans votre présentation aux 280 ethnies. Il y a donc tout un tas de langues locales. Eh bien, ces populations se reconnaissent dans une ethnie ou dans une religion minoritaire et elles essaient de s'affranchir de cette souveraineté défaillante de l'État central. Ce qui est à l'œuvre au Cameroun anglophone et la répression n'a fait en général qu'élargir le fossé entre régions rebelles et pouvoirs centraux. Le régime du président Biya, Paul Biya, semble avoir compris à la fin de l'année 2019, je rappelle que notre mission, c'est
s'étendait du 14 au 17 janvier 2020, donc quelques semaines après ce changement de direction opéré par le pouvoir du président Biya, qui a ouvert un dialogue, même une sorte de grand dialogue national, même si celui-ci demeure timide et sujet à caution. Il a néanmoins reçu l'appui d'un certain nombre de fortes autorités du pays. Le cardinal Toumi a été situé, l'écrivaine Calixte Beyala. Mais des risques majeurs subsistent. Et il s'est passé d'ailleurs depuis notre mission un certain nombre d'événements sur lesquels on pourra revenir à l'occasion des questions. Alors, le premier risque nous semble être un risque interne. Il s'agit de la succession de Paul Biya. Alors Paul Biya, il est officiellement âgé de 83 ans, mais il semble qu'il y ait quelques années qui se sont perdues dans ses décomptes. On dit parfois que son âge véritable pourrait être 86 ou 87 ans. Et il en a passé 38 en tant que président. Ce qui fait que le pays se confond aujourd'hui un peu avec Paul Biya, comme hier la Côte d'Ivoire se confondait avec Félix Houphouët-Boigny ou le Zimbabwe avec Robert Mugabe. C'est un phénomène assez connu en Afrique. Et la succession, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu en Zimbabwe, la succession mal ou même pas du tout préparée de ces deux pères de la nation et continue de produire des décennies après la disparition de ces grands leaders des problèmes, et on l'a vu notamment pour la Côte d'Ivoire, et de l'instabilité. Alors, pour en revenir au Cameroun, aucun successeur naturel n'apparaît au sein du pouvoir. Et les rivalités entre les différents clans, pour l'heure tenues par Paul Biya, s'aiguisent. Il y a même eu, depuis notre passage, là, à la mi-janvier, eu beaucoup de tensions entre des membres du gouvernement ou des leaders et des proches du président. Il y a eu des élections législatives le 9 février dernier. Et à l'occasion de ces élections, le président a favorisé un large renouvellement. Toutefois, il s'agit d'un renouvellement sous contrôle et dans le cadre d'un parti ultra-majoritaire. Il apparaît donc difficile d'interpréter ces signes tant le pouvoir camerounais nous est apparu opaque, alors que la parole est paradoxalement assez libre. On a reçu, lors de notre déplacement, tout un tas de leaders des oppositions, si l'on peut dire, qui ont parlé très librement. Et il y a même eu une réunion à la fin de notre séjour à l'ambassade de France, où il y avait des opposants virulents en présence de journalistes, et de journalistes qui étaient eux aussi très, très virulents. En tout état de cause, un scénario à l'ivoirienne, si je puis dire, avec plusieurs dauphins de force égale, n'est pas à exclure. Et il semble que ce soit ce qui s'est passé ces derniers mois, depuis notre mission. Évidemment, lorsque viendra le moment de la succession, toute fragilité, que ce soit dans l'Ouest anglophone ou au Nord avec Boko Haram, peut être exploitée par une partie interne ou par un État étranger et conduire à des troubles graves, troubles qui existent déjà, puisque vous avez dit vous-même, au minimum 3000 morts, et il y a des fourchettes qui sont beaucoup plus hautes. Ça, c'est les risques internes. Le second risque est un risque externe. Alors ça, c'est un phénomène bien connu. On le voit avec la Syrie, bien sûr, la Libye, la Centrafrique. Le schéma est aujourd'hui devenu classique. Lorsqu'une crise interne s'internationalise, elle devient souvent inextricable. Alors le Cameroun n'est pas encore au menu géopolitique, si l'on peut dire, des grandes nations, mais il risque de le devenir. Le sous-secrétaire d'État américain, oui, ça c'est une chose qui nous a beaucoup étonnés, on a dit qu'il y avait un homme, on sait s'il est politique ou administratif, c'est le sous-secrétaire d'État américain qui a un nom connu, Tibor Nagy. C'est un descendant de l'Imre Nagy qui s'était élevé contre les soviétiques à Budapest lors des tragiques événements de 1956. Imre Nagy qui avait été lui-même exécuté en juin 58. Et ce Tibor Nagy, qui s'occupe de très près du Cameroun, a déclaré dans une interview récente à RFI, je cite, « Le Cameroun, c'est un pays qui m'empêche de dormir. Malheureusement, chaque jour qui passe, de plus en plus de personnes dans ces deux régions, nos eaux, donc, sont tentées par la solution d'avoir leur propre pays. » Fin de citation. Le rôle des États-Unis, et singulièrement de M. Nagy, nous a été rappelé par la quasi-totalité de nos interlocuteurs. Les mots sont
suffisamment forts, les mots de M. Nagy, d'autres encore, pour autoriser plusieurs niveaux de lecture. Est-ce que les Américains encouragent la sécession ou s'agit-il seulement d'un moyen de pression sur Paul Biya? Alors d'un côté, c'est là qu'il y a une sorte de paradoxe, mais on y est habitué dans la position diplomatique américaine, les États-Unis déclarent se retirer du Sahel et de l'autre, ils s'impliquent au Cameroun. La première hypothèse est qu'il s'agit d'une croisade personnelle de ce Tibor Nagy qui souhaiterait faire partir Paul Biya après avoir affirmé avoir fait partir Omar el-Bashir au Soudan. L'aspect messianique n'est probablement pas absent de sa démarche. Une autre explication réside dans le fait que le Cameroun est, selon les mots mêmes de ce Tibor Nagy, une affaire de politique intérieure américaine. En effet, les États-Unis apportent un soutien politique aux membres de la diaspora camerounaise sur la côte est des États-Unis, et pas négligeable, on parle de 1 500 000 personnes, dont une majorité d'anglophones. Et des leaders ambazoniens, Rodrigue a rappelé que la République d'Ambazonie ou Ambalande est le nom donné par les indépendantistes anglophones du Cameroun à l'ancien Cameroun du Sud, qui est non reconnu internationalement et donc important, réside aux États-Unis. En résumé, la politique américaine au Cameroun est clairement une politique hostile à Paul Biya et par voie de conséquence, peut-on dire aussi à la France qui apparaît comme l'ami de Paul Biya. Le soutien aux leaders anglophones fait partie de la stratégie, en tout cas de Tibor Nagy, et l'opposant Maurice Kamto, l'opposant le plus représentatif, si je puis dire, de président Biya, et Kamto est un Bamiléké de l'Ouest francophone, a été reçu à plusieurs reprises à Washington. Étrangement, les États-Unis, oui, ça c'est tout à fait original, on a découvert ça, ont trouvé un relais important dans la diplomatie suisse, qui est d'habitude plutôt discrète, et qui a souligné, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, que l'objectif était de préparer les futures négociations de paix entre le gouvernement camerounais et l'opposition politique. Le terme de négociation nous est apparu précipité et la médiation suisse a été rapidement écartée par le pouvoir camerounais. Au cours de notre passage, seuls les États-Unis continuent à faire référence à l'initiative suisse. Et dans le courant du mois d'avril, les États-Unis ont tenté de mettre en place un groupe international de contact relatif au Cameroun avec la participation de la France. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de suite véritablement. Les pays apportant un soutien politique ou qui accueillent des opposants anglophones sur leur territoire sont les États-Unis, je l'ai abondamment souligné, la Suisse, mais ça a fait un peu long feu, et dans une moindre mesure aussi le Royaume-Uni. Mais il faut noter, c'est important, qu'ils ne sont suivis par aucun État de la région. Le Nigeria, grand pays voisin, joue plutôt un rôle stabilisateur. Et le président Buhari, par crainte d'une déstabilisation de la région de plus grande ampleur, du fait de l'indispensable coopération avec l'armée camerounaise dans le nord pour lutter contre Boko Haram, mais également aussi pour ce qui est du Nigeria, le traumatisme toujours présent dans les esprits de la guerre du Biafra, eh bien ce Nigeria n'apporte aucun soutien aux séparatistes camerounais. Il a au contraire même fait arrêter et transférer Sisiku Ayub Tabé, qui était le président autoproclamé de la République, le parti anglophone. Cette relative cohésion des voisins du Cameroun freine pour l'heure l'internationalisation de la question anglophone. Il est aussi à noter dans ces tentatives d'influence ou d'ingérence extérieure le rôle de la Turquie et même de la Russie. La première, la Turquie, joue un rôle modeste, mais le pays est pour l'instant le seul, avec la France, à avoir indiqué être disposé à financer le plan de reconstruction du Nozo annoncé par le gouvernement camerounais. Nous aurons certainement à reparler de la stratégie turque en Afrique qui se déploie à grande échelle. La Russie ne joue aucun rôle politique, mais elle est très présente en Centrafrique voisine et ses médias gouvernementaux, les médias gouvernementaux russes, critiquent sévèrement le rôle de la France au Cameroun. Alors la France, quel peut être son rôle ? Jusqu'alors, elle a cherché à jouer un rôle stabilisateur à la hauteur de son poids historique, politique et économique.
Je rappelle qu'il y a 7000 Français résidant au Cameroun et 200 entreprises qui apportent 30% des recettes fiscales du pays. On pourra voir en répondant à des questions que ces entreprises ont d'ailleurs actuellement de gros problèmes. Notre diplomatie, suivant la formule du ministre que l'on va auditionner cet après-midi, et j'aurai l'occasion d'ailleurs de lui poser une question précise au sujet du Cameroun, notre diplomatie parle et écoute toutes les parties. Elle semble être respectée autant par Paul Biya, qui dans son discours de vœux a salué le rôle de notre pays dans le maintien de la stabilité du Cameroun, que par celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle de 2018, Maurice Kamto. À cet égard, il nous a été rappelé que quand M. Le Drian est venu au Cameroun, il y a quelques mois, le président Biya devait se rendre à une grande conférence internationale et il a annulé cette visite pour recevoir en tête-à-tête notre ministre des Affaires étrangères. J'en reviens à Maurice Kamto, le leader, semble-t-il, le plus représentatif de l'opposition. La France a plaidé inlassablement pour sa libération et celle-ci est intervenue le 5 octobre 2019, après quand même presque une année, 333 jours d'enfermement. Comme l'a dit Rodrigue, le même Maurice Kamto n'a pas hésité à désigner la France comme pays protecteur d'un pouvoir présidentiel défaillant à la suite des rumeurs non complètement éteintes du décès de Paul Biya. Bon, c'était des rumeurs, fake news peut-être, mais enfin, il semble que Paul Biya soit toujours bien en vie. Pourtant, juste avant la crise sanitaire et après le massacre de Ngarbut, que vous avez rappelé, Madame la Présidente, où je signale, je confirme que 23 civils, dont 15 enfants, ont été tués par des éléments de l'armée dans la province du Nord-Ouest. Notre pays a mis tout son poids dans la balance pour faire la lumière sur ce drame. Ça a d'ailleurs été déclaré par le président de la République française lui-même, qui a été interpellé lors du salon de l'agriculture par un opposant camerounais, et le président Macron avait répondu très fermement, je cite, « Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. » J'ajoute, et je complète la citation du président de la République, je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc le président Macron lui-même est intervenu dans ce débat très fermement. Ça a provoqué d'ailleurs des commentaires assez acerbes du pouvoir camerounais. Bon, enfin, les choses ont l'air de s'arranger. Donc, notre pays a mis tout son poids dans la balance pour faire la lumière sur ce drame, et depuis, il y a eu des informations, il y a une quasi-reconnaissance des excès qui avaient été commis par les forces, les autorités camerounaises dans cette affaire. Et notre diplomatie a rappelé qu'il est du devoir des forces de défense et de sécurité, y compris en zone de conflit, de garantir la sécurité et la protection des populations civiles. Et je termine par la phrase qu'a déjà citée en partie Rodrigue. Nos interlocuteurs camerounais nous l'ont répété inlassablement, nous avons besoin d'accompagnement, mais pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Donc accompagner, y compris sans doute sur le plan financier, sur le plan technique, opérationnel, et c'est la raison pour laquelle vos deux rapporteurs, Madame la Présidente et chers collègues de la Commission des Affaires étrangères, appellent notre diplomatie, on aura l'occasion sans doute de le dire cet après-midi à Monsieur Le Drian, appelle notre pays qui se heurte principalement aujourd'hui aux États-Unis dans cette affaire, à anticiper la succession qui interviendra au plus tard à l'issue du prochain mandat de Paul Biya, afin que ce pays qui est, on peut le dire, pivot d'Afrique centrale, puisse jouer son rôle, si je peux employer cette expression, de facteur ou même d'exportateur de stabilité, d'une part, dans une région qui est soumise à des tensions très fortes, et puis aussi d'espoir pour la jeunesse. Et je citerai à cette fin, ça nous a été rappelé à plusieurs reprises, les quelques paroles de l'hymne national camerounais. Alors je le cite, « Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres,
Autrefois, tu vécus dans la barbarie. Ça peut rejoindre certains débats actuels, mais je rappelle que c'était une colonie allemande. Comme un soleil, tu commences à paraître. Peu à peu, tu sors de la sauvagerie. Que tous tes enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour de servir, que ce soit notre seul but pour remplir notre devoir toujours. Voilà les belles paroles de l'hymne national camerounais qui se veut donc très rassembleur. Un grand merci vraiment à vous deux pour la grande qualité de ce rapport. Vous nous avez en fait emmenés avec vous au Cameroun. Et je pense que c'était extrêmement important d'avoir cet éclairage. On a bien fait, évidemment, vous avez été sur le terrain à un moment très difficile pour ce grand et beau pays. Et je suis d'accord avec cette conclusion, accompagner, mais ne pas non plus décider à la place des uns ou des autres. Ceci est absolument évident et extrêmement important. Donc vraiment un grand merci pour vos rapports à chacun d'entre vous. J'ouvre le débat. Marion Laine. Bonjour à tous, merci Madame la Présidente. Moi, ce grand pays d'Afrique centrale est en plein chaos, comme vous l'avez rappelé, et je voulais savoir si vous avez eu l'occasion d'échanger avec vos interlocuteurs sur l'arrivée de l'ECHO, parce que justement, s'il doit jouer son rôle, ce grand pays, peut-être que c'est un gros sujet là-bas. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marion. Jean-Paul Lecoq. Merci, Madame la Présidente. Moi, d'abord, je voudrais, comme vous, Madame la Présidente, saluer l'extraordinaire qualité du rapport, à tel point que je vous avais demandé la parole avant que mes collègues commencent le rapport, et je dois vous avouer que les sujets que je souhaitais aborder sont contenus dans le rapport avec objectivité, et ça me plaît beaucoup quand notre commission porte les choses comme ça. J'avais suggéré à la Commission des Affaires étrangères, à vous, Madame la Présidente, que nous recevions dans notre commission le mouvement de la Renaissance du Cameroun. Je l'avais fait dans les années 2019, novembre, je crois, et puis je l'avais fait aussi en janvier 2019, de manière à ce que, justement, la France, attachée aux droits de l'homme, puisse permettre l'expression, et c'est peut-être aussi comme ça qu'on peut aider les peuples. C'est de dire on accepte d'écouter les différentes parties et on leur donne aussi le droit de s'exprimer à l'échelle internationale. C'est aussi pour ces forces démocratiques qui essayent de s'opposer aux dictateurs que la France, pays des droits de l'homme, les reconnaisse, les écoute à travers sa commission des affaires étrangères et puisse, en fonction de nos sensibilités, mais puisse porter leur voix de manière particulière, les uns et les autres. Ça me semble être ça aussi un accompagnement d'un mouvement démocratique sans entrer et sans s'ingérer dans les affaires des États. Mais de le faire, je vais prendre une référence, elle ne va pas plaire à mes camarades s'ils m'écoutent, mais la Pologne et Solidarność, on n'a pas il y a eu à un moment donné des réactions parce qu'on a donné de la voix et la voix de Solidarność a résonné à l'échelle internationale. Je pense que c'est une méthode pour aussi faire parler les valeurs des droits de l'homme. Et puis, je suis satisfait, c'est pour ça que j'ai un gros problème pour interpeller mes collègues, parce que leur rapport dit les choses avec clarté. On a en face de nous un dictateur, il s'appuie en plus, c'est mon résumé, il s'appuie en plus sur la présence de Boko Haram, etc., pour en ajouter et emprisonner et être dans la négation totale des droits humains. Au nom de la commission, j'ai compris que nos collègues allaient interpeller Jean-Yves Le Drian. Je pense que c'est bien de le faire avec force. Et quand je dis avec force, c'est avec force diplomatique, mais avec force pour dire voilà, certes, il y a eu l'intervention du président Macron. Mais qu'en est-il après ? Il est intervenu, il a dit qu'il ferait. Qu'en est-il ? Peut-être que le ministre des Affaires étrangères pourra nous renseigner là-dessus. Et surtout, qu'à un moment donné, on fasse passer ces questions fondamentales de la démocratie. L'Afrique a besoin de démocratie, a besoin de s'affranchir évidemment de l'histoire coloniale. Et j'en termine, Madame la Présidente, je vois que vous allez m'interpeller. Prenez votre temps. Et donc, je crois que notre commission doit peser. Et je salue vraiment le choix de faire cette mission flash. Je salue l'extraordinaire travail de mes collègues. Une fois de plus, une fois n'est pas coutume,
dans ma bouche. Et là, j'ai trouvé que ce travail avait été fait de manière très, très, très objective. Et merci à vous tous. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vous rejoins sur l'ensemble des points que vous avez indiqués. Bruno Joncourt. Merci, Madame la Présidente. Je veux à mon tour saluer la qualité de ce rapport, à la fois fouillé, objectif, clair et clairvoyant. Sur un pays, le Cameroun, qui est un pays attachant et riche de sa diversité géographique, humaine, linguistique, culturelle, climatologique, et qui a sûrement un important potentiel à la fois naturel, minéral et humain. Ceci dit, il a été mentionné des difficultés qui résultent d'un certain nombre de réalités qui empêchent sûrement un véritable décollage, notamment économique. Il a été question de la corruption. Il y a aussi l'aspect des finances publiques extrêmement dégradées, un manque d'attractivité pour les investisseurs de capitaux privés et étrangers, une lourdeur administrative et peut-être aussi, notamment en direction de la jeunesse, une inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi, ce qui entraîne un fort taux de chômage. Il y a aussi ce qui a été rappelé sur la dimension frontalière, avec les fragilités liées à la frontière avec le Nigeria et le terrorisme qui s'y est installé, également frontière avec le Tchad, les plus de 250 ethnies qui sont réparties territorialement et qui entretiennent des relations souvent complexes. Et donc, moi, je voulais, mais nos rapporteurs ont déjà donné quelques éléments, leur demander comment ils perçoivent l'avenir de ce pays en intégrant toutes ces réalités, les possibles relèves au sein des élites politiques. Pour eux, est-ce qu'il y a des éléments d'optimisme qui permettraient au Cameroun d'avoir la capacité d'entreprendre une nouvelle étape de son avenir qui soit à la fois plus démocratique, plus unie à l'intérieur et plus sûre à l'extérieur, plus dynamique sur le plan économique, plus rayonnant sur le plan culturel, plus influent sur le plan régional et continental. Et enfin, mais Didier Quentin en a parlé tout à l'heure, quelle place dans cet avenir pour le renforcement des liens historiques et du partenariat avec la France, sachant qu'il y a aussi d'autres partenaires, on a assez peu parlé de la Chine, mais c'en est un, et quelle dimension dans cet avenir pour la francophonie. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Sébastien Nadeau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je reviendrai sur le rapport, mais je veux d'abord, en représentant de la nation, et je sais qu'il regardera ce que j'ai à lui dire, je veux d'abord m'adresser à Monsieur Paul Biya, président de la République, tant la situation du pays me paraît être sur une pente dangereuse, et je voudrais lui faire parvenir cette information qui me semble très importante, puisque le groupe de détention arbitraire des Nations Unies a rendu son rapport sur la détention d'Amadou Vamoulké, ex-directeur général de la télévision publique du Cameroun, la CRTV, et ce groupe des Nations Unies a demandé, après examen, vous savez, Amadou Vamoulké est malade, il a plus de 70 ans, et il est emprisonné depuis 5 ans. Et le groupe arbitraire sur les détentions arbitraires, a statué et demande la libération immédiate d'Amadou Vamoulké, immédiate, compte tenu de sa situation de santé. Alors, on pourrait
considérer que, en tant que député français, je m'immisce dans les affaires internes du pays. Mais telle n'est pas mon intention, puisque, encore une fois, c'est un compte-rendu du rapport des Nations Unies. Ce n'est pas la France qui demande la libération d'Amadou Val-Moulké en particulier, mais il s'agit bien des Nations Unies sur la base de la Charte des droits de l'homme. Et compte tenu de cet enfoncement du Cameroun, je demande donc solennellement au président de la République du Cameroun de procéder à la libération d'Amadou Val-Moulké. Ce serait un premier signal que ce pays commence à remonter la pente, ce que souhaitent tous les Français, tous les citoyens français et françaises, du citoyen jusqu'à son président de la République. Alors, pardonnez-moi pour cette adresse, mais elle me semble fondamentale dans un moment international où la question des droits de l'homme est très souvent remise de côté. Je crois que là, le président de la République camerounaise a une belle occasion de montrer toute son humanité. Par ailleurs, maintenant, sur la question du rapport, moi, je suis un petit peu gêné parce que effectivement, il y a un éclairage qui est très, très, très fouillé et de grande qualité. Le problème qui se pose pour moi, c'est est-ce un rapport de parlementaire? Est-ce qu'on n'est pas là avec un rapport de fonctionnaire du Quai d'Orsay? Moi, ce que j'aurais voulu entendre, et peut-être que vous allez pouvoir me répondre maintenant, quand vous êtes allé au mois de janvier sur place, avez-vous rencontré des victimes des déplacements massifs qui sont occasionnés en ce moment au Cameroun? Avez-vous rencontré des victimes de violences? On est représentants, on est des individus, on est des citoyens français représentants. On doit aller voir la situation des Camerounais. Avez-vous rencontré par ailleurs des responsables politiques? Lesquels? Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous rencontré des personnes du pouvoir en place? Tout ça, moi, je suis très frustré. Je croyais apprendre beaucoup de choses. Et finalement, j'ai l'impression que du Quai d'Orsay, ici à Paris, on aurait pu faire la même chose. Donc, je suis un petit peu sur ma faim, mais peut-être vous allez m'éclairer. Et enfin, j'ai une question un petit peu spécifique. Je vous ai entendu, Monsieur Kokendo, dire que Maurice Kamto avait tenu des propos extrêmement graves à l'encontre de l'ambassadeur de France. Alors moi, j'aimerais que vous reveniez sur ça, que vous nous disiez quels sont ces propos en question, quand ont-ils été prononcés? C'était pendant votre mission? Je comprends pas tout à fait là. Et par ailleurs, en faisant cela, est-ce que vous rentrez pas dans le jeu politique interne du Cameroun? Et donc là, ça me pose problème. Donc moi, vraiment, je veux savoir quels sont ces propos graves et de quel droit on va juger des propos graves d'un opposant politique au Cameroun. Je vous remercie. Eh bien voilà, merci monsieur le député, mais je ne suis pas sûre que votre sentiment personnel soit le sentiment général, mais nos rapporteurs vont vous répondre. Jacques Maire. Jacques, vous avez le... Il faut ouvrir votre micro. Je n'ai pas la réflexion. Oui, merci. Et merci aussi à Sébastien pour son intervention qui, effectivement, donne un point de vue un peu différent, mais que je trouve très intéressant. Plusieurs choses. D'abord, sur le Cameroun lui-même, je dirais effectivement que nous avons ici un partenaire ancien, un partenaire solide, un partenaire qui, effectivement, du point de vue du développement économique et de la stabilité longtemps proverbiale, a été un exemple. Aujourd'hui, quand vous êtes dans la région, quand vous regardez le Cameroun depuis le Tchad, depuis la République centrafricaine et autres, évidemment, c'est quand même encore et toujours, je dirais, un acteur en avance du point de vue du développement et du développement humain aussi par rapport à ses voisins. Donc, quand on se regarde, on se plaint, quand on se compare, on a plutôt tendance à se consoler. Au-delà de cela, c'est vrai aussi que le Cameroun joue un jeu important dans la lutte contre le terrorisme. Au sein de la force multinationale mixte, il a vraiment, effectivement, un rôle de partenaire qui est essentiel, ce qui est plus difficile pour certains parce qu'il est victime lui-même des conséquences collatérales de la non-gestion du sujet par
Nigeria. Donc, le Cameroun mérite tout notre soutien. Ensuite, il y a la vraie question politique. Moi, je trouve très intéressant d'avoir fait cette mission au Cameroun. J'aimerais d'ailleurs que la Commission puisse se pencher sur la question plus généralement des problèmes des successions en Afrique, puisque ce qui se passe avec Paul Biya se passe aussi avec Ali Bongo au Gabon, se passe avec Faure Gnassingbé au Togo, se passe avec Alpha Condé en Guinée. On a vraiment aujourd'hui, je dirais, une complexité à gérer du point de vue de l'exécutif entre la volonté de renouvellement incarnée par le président de la République à Ouagadougou, qu'il a d'ailleurs réexprimé probablement lors de son déplacement hier, et la difficulté de permettre des transitions pacifiques. Donc, de ce point de vue, moi, je me réjouis, par exemple, que le président du Niger puisse renoncer, après son deuxième mandat, à se représenter, et donc il y a une compétition ouverte qui s'organise à l'automne. Il serait vraiment important que notre commission puisse examiner en toute responsabilité parlementaire la façon dont on puisse politiquement s'exprimer là où effectivement c'est compliqué pour l'exécutif. Et je le dis, il y a une énorme attente de ces populations dans ces différents pays. Il y a eu un énorme point d'interrogation sur le caractère, je dirais, subi de ce leadership vieillissant qui n'arrive pas à adresser les questions. Il y a un non-respect en général des engagements constitutionnels. On l'a vu, c'était très difficile de le réussir en RDC au Congo. En RDC, ça a plus ou moins réussi, mais ça a quand même évolué. Voilà, donc moi je pense que c'est important qu'à l'occasion de ces missions et de ces rapports, on puisse avoir cette approche globale. Et de ce point de vue, le rapport de nos collègues est intéressant, mais c'est vrai qu'il y a une autonomie d'expression parlementaire qui devrait être exploitée un peu plus dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup, Alain David. Oui, Madame la Présidente, merci. Donc, il y a maintenant 2 ans, j'ai, à la demande d'un certain nombre d'ONG, interrogé le ministre des Affaires étrangères sur des massacres de citoyens camerounais anglophones. Ceux-ci s'interrogeaient sur la présence de militaires français au Cameroun, à l'époque, et on nous a répondu que ces militaires, à peu près une cinquantaine, avaient simplement un rôle de conseiller technique auprès des autorités camerounaises, et que le Quai d'Orsay manquait à cette époque d'informations à ce sujet. Depuis 2 ans passés, la situation a empiré. On a eu l'impression que la France mettait une espèce de chape de plomb sur ces problèmes, je dirais pratiquement jusqu'au déplacement de Rodrigue et de Didier, que je félicite pour la qualité de leur rapport et de nous ramener toutes ces informations du Cameroun. Et puis, aujourd'hui, on sent que cette situation embarrasse en quelque sorte la France. Alors bien sûr, il n'est pas question et ni souhaitable que la France intervienne dans ce conflit camerounais, mais ce qu'il serait nécessaire, c'est que vraiment elle pèse de tout son poids auprès de l'ONU pour que l'ONU intervienne et qu'elle ne soit pas, qu'elle dépasse ce rôle de notaire en quelque sorte de chargé des successions dans ces pays africains. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Sylvain Wasserman. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Et simplement, le débat a été très riche sur des enjeux qui sont vraiment importants. Moi, je voudrais dire que ce genre de mission illustre pour moi l'importance de ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire, ou en tout cas l'autre regard que les parlementaires peuvent porter
sur une situation complexe par rapport à ce que les réseaux diplomatiques traditionnels font. Et on voit que plus la situation est complexe, plus le regard des parlementaires comme pour ce genre de mission est important. Ma question félicite sur la mission et vraiment le compte-rendu en est très intéressant. Est-ce que vous voyez dans notre rôle de diplomatie parlementaire, comme on l'appelle souvent, des pistes d'action? C'est-à-dire, est-ce que, évidemment, l'influence, le regard, le fait d'être présent a un impact, mais est-ce que vous entrevoyez, c'est une question assez ouverte, des pistes d'action, des leviers d'action, en tout cas, quel impact tangible pensez-vous qu'on peut avoir? Moi, je crois dans cette diplomatie parlementaire que la présidente porte avec force depuis plusieurs années. Je crois que ce genre de missions, plus elles sont complexes, plus elles sont dans des situations inextricables et parfois conflictuelles, plus elles ont une valeur qu'elles peuvent apporter. Et je crois que vous le démontrez très bien. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le député. Plus personne ne demande la parole. Visiblement, je me tourne vers nos deux rapporteurs dans l'ordre qu'ils souhaiteront. Rodrigo Quando et Didier Quentin, vous nous entendez? Vous nous voyez, vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui, voilà, ça y est, très bien. Très bien, merci. Merci, chers collègues, pour toutes ces questions. Nous allons tâcher de répondre à tous en essayant de n'oublier personne et surtout les questions. Je reviendrai d'abord sur la question de Marie-Hélène sur l'écho qui a précisé que la transformation, entre guillemets, l'abandon du CFA au profit de l'écho en Afrique de l'Ouest, pour le moment, ne concerne que l'Afrique de l'Ouest et pas l'Afrique centrale. Et donc, peut-être que c'est un processus qui va arriver par la suite, mais effectivement, les dirigeants ouest-africains ont pris cette décision en décembre dernier et donc nous attendons tout le processus qui va se mettre en place et la période de transition qui va se mettre en place durant cette année. Je crois que le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres dernièrement, et donc nous attendons de voter bientôt ce projet de loi à l'Assemblée. La question de Jean-Paul Lecoq, l'expression démocratique au Cameroun, l'expression démocratique, elle existe, puisque Didier et moi, nous l'avons rappelé, nous avons rencontré autant les autorités que la société civile et les représentants de tous les partis. Et on a eu l'occasion d'apprécier cette liberté, parce que toutes les questions qui nous ont été posées sont, sans filtre. Et nous y avons répondu, bien entendu, avec toute la sincérité qui nous animait. Et même, en sortant de notre entretien avec les représentants du gouverneur et les autorités de Buea dans le sud-ouest du Cameroun, dans la zone anglophone où il y a eu pas mal il y a eu une guerre quand même. En sortant de là, nous avons eu les journalistes et des représentants de la société civile qui nous ont posé toutes les questions qu'ils voulaient en toute simplicité, mais également en toute franchise, et nous y avons répondu, mais dans notre rôle de parlementaire français. Donc, nous pouvons nous immiscer dans les décisions politiques qui sont prises au Cameroun, mais bien sûr accompagnées par les moyens qui sont les nôtres. Donc, pas d'ingérence, car nous sommes des partenaires du Cameroun. Bruno Joncourt parlait de l'aspect économique. Les conséquences de la crise, bien entendu, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun sont désastreuses pour le pays. C'est un peu le poumon vert du pays, là où l'agriculture a toute sa place. Et cette crise a bloqué pas mal de choses et actuellement, avec, une relance est en train de se mettre
petit à petit en place et toutes les sociétés, que ce soit toutes les sociétés non françaises et françaises, sont prêtes à réinvestir et à créer des emplois dans cette région. Près de 10 000 emplois directs sont possibles si la situation sécuritaire se rétablit dans ce secteur. Et c'est 10 000 emplois pour les Camerounais, parce que c'est eux qui sont employés dans les sociétés françaises. Je dirais, après, je vais répondre à la question de Jacques Maire. Oui, le Cameroun joue un rôle très important dans la lutte contre le terrorisme. Nous voyons bien que l'extrême nord du Cameroun est sujette aux attaques de Boko Haram et l'armée camerounaise a su contenir cette, je dirais, ces incursions sur son territoire, a su mener, c'est vrai, une guerre difficile puisque c'est contre des terroristes qui ne font pas de distinction envers la population qu'ils attaquent. Donc, effectivement, l'armée camerounaise a agi dans ce secteur et a su contenir, au fait, ces attaques avec le soutien des pays comme le Tchad. Ce n'est pas un combat qui est déjà gagné, puisque nous voyons ces dernières semaines que l'action des groupes terroristes dans le secteur du lac Tchad a repris. Donc, c'est un combat de longue haleine et le pays a besoin que nous continuions à le soutenir dans cette guerre contre le terrorisme. Ce n'est pas facile pour les autorités, ce n'est pas facile surtout pour la population civile qui y réside, parce que c'est des contraintes pour eux, pour vivre, pour aller chercher à manger, voilà, c'est des contraintes aussi. On a rappelé dans notre rapport que dans ces régions, il y a l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest, dans ces régions, depuis près de 3 ans, il n'y a pas d'école pour les enfants. Alors l'avenir du Cameroun, c'est quoi? C'est le chaos? Non, c'est pas le chaos, ça peut pas être le chaos. Donc nous devons continuer à soutenir toute mesure qui, en tant que partenaire, toute mesure qui puisse aider à la population camerounaise d'abord à pouvoir avoir une vie paisible et vivre dans ces territoires, y compris dans les bourgades les plus éloignées, parce que nous sommes allés à Bouya, une grande métropole. Nous avons vu que la vie revenait dans cette ville, mais il faut aussi que cette vie qui revient soit aussi le cas dans les petites bourgades qui sont autour. Et ce n'est pas encore le cas. Nous le regrettons très sincèrement, mais je pense que l'effort de la communauté internationale doit aller en ce sens, d'appui toujours et de recherche de ramener une certaine sérénité, la paix dans cette région du Cameroun. Et les sociétés civiles sont très impliquées dans cette gestion. Jacques Maire a aussi souligné la succession des dirigeants africains, sans pour autant nous immiscer, bien entendu, encore dans les affaires intérieures de ces pays. La question se pose. Et je pense que nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous faisons ce travail sans le cacher, puisque nous recevons dans tous nos groupes d'amitié, nous recevons des représentants, que ce soit des représentants de société civile ou des représentants du pouvoir ou des représentants de l'opposition. Nous les recevons à travers nos actions, à travers les groupes d'amitié. Donc ce travail doit continuer, peut-être s'amplifier, peut-être faire autrement. Il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on trouve les moyens de le faire peut-être mieux. Donc je dis que oui, nous devons améliorer notre façon de fonctionner et peut-être aussi des personnes qui sont extérieures à ça pensent qu'on ne communique pas avec les opposants en Afrique. Nous communiquons avec tout le monde. Il n'y a pas d'exclusive. Donc voilà, je tenais vraiment à le rappeler. On a parlé, je crois, de la jeunesse et je ne sais plus qui a posé la question sur la jeunesse. Oui, la jeunesse quand même dans cette région, il faut le rappeler, et aussi la mieux formée. Chaque année, le pays envoie des étudiants dans les meilleures écoles dans Polytechnique. Donc, ces régions sont, je dirais, source ou alors peut-être vecteur, je ne sais pas comment on peut dire, vraiment d'une nouvelle génération de la jeunesse camerounaise qui a envie d'apprendre, qui a envie vraiment de s'en sortir. Donc, je dirais que toutes les mesures qui sont prises vont plutôt dans le bon sens. La Chine ne nous est pas apparue faire du Cameroun une priorité, bien qu'on voit les actions
de la Turquie qui s'implante de plus en plus, de la Russie, en Centrafrique par exemple, et d'autres qui essaient de au fur et à mesure s'implanter peut-être un peu plus qu'ils le faisaient dans les années précédentes. Bien sûr, à la lumière des troubles qui apparaissent, ils sont de plus en plus présents et la population les voit de plus en plus. J'ai répondu à cette question. J'ai un peu répondu à Sylvain Wasserman. Et après, il y avait pas une question. Ben, je vais compléter peut-être. Après, je répondrai aussi à Sébastien qui nous a interpellés sur la libération des prisonniers. Et bien sûr que les droits de l'homme sont un point important de notre diplomatie. Le président de la République le rappelle partout où il va et quel que soit le pays. Donc il faut le rappeler avec fermeté. Ce n'est pas le président de la République quand il se déplace. Si les questions de droits de l'homme sont en jeu, il le parle franchement. Donc c'est pas quelque chose à laquelle on doit, on doit mettre un phare ou quoi que ce soit. Nous sommes déterminés dans cette, dans notre diplomatie à défendre les droits de l'homme parce que nous sommes le pays des droits de l'homme, comme tout le monde le dit. Donc voilà. Donc moi, je ne peux pas, en tant que parlementaire français, dire que la France méprise les gens ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est pas la réalité, c'est pas vrai. Ensuite, les accusations portées contre l'ambassadeur de France par les proches du MRC, eh ben c'est une réalité. C'est une réalité. Ils traitent notre représentant dans le pays d'agent de propagande, alors qu'il ne fait que son travail. Donc, je pense que en toute chose, il faut de la mesure. Et là, je pense que quand les choses ne vont pas dans le bon sens, tant que les choses sont exagérées, nous ne pouvons le tolérer. C'est même dernièrement est apparue une deepfake. On a pris une photo de notre ambassadeur en lui faisant dire des choses qu'il n'a jamais prononcées. Et cela non plus n'est pas tolérable. Donc nous ne pouvons pas dire que nous devons laisser faire certaines choses qui ne doivent pas c'est pas possible. C'est pas possible pour la France. Nous sommes des partenaires du Cameroun, mais nous devons aussi être respectés. Comme nous respectons les institutions camerounaises et comme nous respectons aussi la population camerounaise, parce que tout ce qui doit être fait pour protéger la population, s'il y a des atrocités qui sont faites, nous sommes les premiers à le dénoncer. Donc voilà. Donc nous ne faisons pas la part. C'était un petit pas dans la bonne direction, mais que c'était des lampistes
qui avait été arrêté, qu'aucun officier n'était dans le collimateur, encore moins l'institution militaire. Que nous n'avons pas rencontré, mais dont nous avons beaucoup entendu parler, a noté elle-même, les condamnations sont de plus en plus nombreuses, mais elles tardent hélas à produire l'effet escompté, c'est-à-dire la construction d'un véritable état de droit. Et ça, c'est évidemment une entreprise sans doute de longue haleine. Bon, c'est comme pour les successions. Néanmoins, cette évolution me semble devoir être notée. On ne dira pas quel est le fait de nos interventions, mais enfin, on y a peut-être joué un tout petit rôle, parce que, je le répète, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on a eu des contacts extrêmement larges. On a eu, là, c'est dommage que nous ne soyons pas en présentiel, j'ai sur ce portable quantité de photos des personnes que nous avons rencontrées, notamment dans cette ville de Bouya, qui était un des lieux la vie a repris, semble-t-il, à Bouya depuis quelques semaines. Et là, on a eu des entretiens qui ont duré très longtemps, très libres, où tout a été dit. Et puis même le dernier jour, à l'ambassade de France, on avait des représentants de ces mouvements, de tous les partis, et beaucoup d'opposants, et des journalistes qui étaient rien moins que complaisants à l'égard du pouvoir. Ils étaient même parfois virulents et agressifs. Donc, il y a quand même un embryon de démocratisation, même si c'est, je le répète, une œuvre de longue haleine. Quant aux successions, je vais tenter de reprendre une formule familière, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas forcément ce qu'on récupère. Et c'est un vrai problème. Alors pour le reste, le Cameroun, ça a été dit, est un pays avec une économie assez dynamique. Là, je voyais des prévisions faites par les analyses Standard & Poor's. Alors là, la source américaine, la croissance du PIB se stabilisera dans les années à venir à environ 4% par an, avec un faible déficit budgétaire aussi, et peu de risques de dérapage. Alors certes, il y a eu un coup dur pour le Cameroun, c'est la décision prise par le président des États-Unis de ne plus faire profiter le Cameroun des clauses de l'AGOA, c'est l'African Growth and Opportunity Act. C'est une loi sur le développement et les opportunités africaines qui permettent d'exporter sur le marché américain sans droit de douane. Et bien, ça a été le président Trump a mis fin à ce système de l'AGOA. Mais Moody's, l'autre agence, en conclut quand même que ce pays est sans doute le plus à même de résister en cas de fort ralentissement mondial. Cette résilience, selon cette agence d'analyse financière, est à chercher dans la capacité des autorités à réduire les dépenses publiques lorsque la nécessité s'en fait sentir. Donc, il y a un certain art de la flexibilité et de la résilience. Donc, c'est plutôt des points positifs. Pour ce qui est des intérêts français, il y a des gros problèmes. Il y a des grands groupes qui sont là-bas. Le premier contribuable au Cameroun est une entreprise française qui s'appelle la Société anonyme des brasseries du Cameroun, la SABC, et source de 15 000 emplois directs et de 35 000 emplois directs. Bon, il y a quelques problèmes avec actuellement, mais enfin, ils sont, semble-t-il, en voie d'apaisement. Alors, il y a d'autres entreprises françaises présentes, Michelin, qui à un moment envisageait de quitter le pays, mais il l'a pas fait. La seule grosse boîte française qui a quitté le pays, qui est une entreprise d'ailleurs qui est un peu de ma région, là, dans la région Nouvelle-Aquitaine, enfin dans les Deux-Sèvres, c'est Rougier. Il s'occupe de bois transformé au Koumé, etc. En revanche, la filiale de Lafarge continue ses activités, même si elle est concurrencée par des entreprises nigérianes, marocaines et turques. Et puis il y a aussi Bolloré. Alors là, il y a un contentieux qui a l'air d'être en voie de règlement, parce que Bolloré a été évincé du terminal à conteneurs de Douala. Voilà. Donc il y a quelques affaires, mais dont on a compris qu'elles étaient plutôt en voie d'apaisement. Pour le reste,
Je reviens à l'intervention de Sébastien. Il nous a fait parvenir sa lettre ouverte au président Biya, au président de la République du Cameroun. Là, on va avoir l'occasion sans doute de reposer la question cet après-midi à M. le ministre des Affaires étrangères pour essayer d'obtenir cette libération de M. Amadou Vamoulké, qui est l'ancien directeur de la télévision nationale du Cameroun, 70 ans, avec une santé délicate, etc. Donc, nous continuons ce combat. Je ne crois pas qu'on ait été les porte-parole du Quai d'Orsay. On a eu notre libre arbitre. Nos propos ont été tout à fait libres. Et cette diplomatie parlementaire, je crois, c'était la question de notre collègue Wasserman, elle peut justement venir en appui, et puis elle peut aller plus loin que ce que peut faire la diplomatie officielle. Et elle peut ouvrir des canaux, des pistes qui ne sont pas explorées par la diplomatie officielle. Le Quai d'Orsay a fait une mise au point sur la rencontre entre notre ambassadeur, très bon ambassadeur d'ailleurs, à notre jugement, qui nous a reçus fort aimablement, avec qui on a eu des conversations très libres. Il avait rencontré le président Biya, c'était pour parler, je crois, avant tout de la crise de la Covid. Le Cameroun est un des pays les plus touchés, même si le nombre de morts est assez limité. Je crois qu'il est, oui, 38, oui. Donc c'est limité, mais il y a quand même la crise est ressentie aussi. Alors il y a une question, c'est Alain David, je crois, qui avait posé une question sur les forces armées. Et là, on avait obtenu cette information, c'est que l'unité d'élite de l'armée camerounaise et la BRI, alors ça doit brigade de recherche et d'intervention, oui, c'est un peu la même acronyme qu'en France, et il semble que cette BRI soit formée, avant tout encadrée par des Israéliens. Et on n'a pas vu de présence visible de l'armée française dans ce pays. En revanche, c'est vrai, on y voit beaucoup de militaires. Là, je m'adresse tout particulièrement à notre présidente, Marielle, qui se souviendra quand on était allé en Érythrée, pays dont on nous avait dit que c'était une dictature, une main de fer, etc. On n'avait pas vu un militaire. Ben là, au Cameroun, on voit des militaires, mais comme je l'ai dit, l'enquête qui a eu lieu après l'intervention du président Macron, à la suite du massacre, on peut employer cette expression de Ngarbu, a conduit quand même à certaines conclusions qui ont mis en cause les forces armées, et il y a eu un certain nombre d'arrestations et d'inculpations même d'assassinats. Voilà les quelques précisions que je voulais apporter à la suite de ce qu'a dit Rodrigue, et avec, semble-t-il, une amélioration. Je vois les dernières dépêches, là, retour progressif à la normale à Bouya. Bouya, cette ville où nous sommes rendus, qui est à quelques kilomètres à l'ouest de Douala, et qui était un peu la capitale, si on peut dire, entre guillemets, du sud-ouest. Eh bien, pendant longtemps, c'était une ville fantôme, tout s'arrêtait, etc. Là, l'activité reprend. En revanche, à Bamenda, dans le nord, c'est toujours ville morte. Voilà donc les quelques compléments, mais c'est une affaire à suivre, bien évidemment. Alors, je vais vous redonner la parole pour conclure, mais je te redonne la parole à Sébastien qui me l'a demandé. Vas-y, Sébastien. Merci. Simplement, merci beaucoup, mes chers collègues, d'avoir repris la parole et rebondi sur ce que je vous avais dit d'une manière un peu vivifiante, mais c'était volontairement. Moi, d'entendre Rodrigue Oquendo parler des enfants, des problèmes de scolarisation et d'école et d'éducation au Cameroun, c'est quelque chose qui me semble fondamental et sur lequel nous, parlementaires, on a vraiment des choses à dire et des choses à faire. Pour être un peu pédagogique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais qui nous regardent, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a des dissensions éventuellement que vous percevez entre parlementaires, mais qui sont liées à notre approche de que doit faire un parlementaire français au regard de la Constitution. Alors évidemment, ça a des conséquences un peu sur notre mode d'intervention, de relation avec les Camerounais, mais je crois que véritablement, il y a quelque chose qui est commun à l'ensemble. Tous les parlementaires vraiment sont très liés sur cette question, c'est la question des droits de l'homme. Et véritablement, je crois que le message de la libération d'Amadou Vamoulké, mais d'autres journalistes,
c'est vraiment quelque chose qui serait, du point de vue de la France, un signal extrêmement fort parce que on sentirait qu'on partage vraiment des valeurs ensemble et le président de la République, Emmanuel Macron, est extrêmement soucieux de ces questions-là. Il l'a dit, c'était à un moment donné un petit peu particulier puisqu'il avait été pris un peu au dépourvu au Salon de l'Agriculture, mais cette tradition française des droits de l'homme, ce ne sont pas que des mots, il y a une vraie volonté derrière ça, et c'est vrai que pour qu'on obtienne ça, il faut que nos interlocuteurs soient d'accord. Et là, je veux juste adresser un dernier message. Le Cameroun a une chance, c'est qu'il y a une diaspora du Cameroun qui est extrêmement cultivée, qui est de haut niveau, qui a fait sa vie dans d'autres pays, aux États-Unis, au Canada, en Europe, etc. Cette diaspora, elle doit aussi porter un message extrêmement pacifique. Et si elle veut aider son pays d'origine, c'est par des voies pacifiques, toujours pacifiques. Et là, les Camerounais trouveront une aide, trouveront un soutien de la part des parlementaires français et uniquement dans ces conditions-là. Merci beaucoup, Sébastien, mais je crois que c'est évidemment l'exigence, la libération des prisonniers que notre commission tout entière doit porter, et on le rappellera cet après-midi au ministre des Affaires étrangères, et c'est notre rôle. Nous sommes dans notre rôle en le disant. Jean-Louis Bourlanges. Excusez-moi. Oui, je voudrais juste dire un mot très, très simple. Je connais très mal la situation africaine et cette situation-là, et je voudrais dire ma grande gratitude à nos deux rapporteurs qui ont vraiment fait un travail absolument exceptionnel. J'ai écouté tout cela avec vraiment le sentiment d'apprendre énormément, de comprendre beaucoup mieux, et je voudrais rendre hommage à leur qualité parce que je crois que Sylvain a dit quelque chose de juste en parlant de diplomatie parlementaire. C'est très difficile. C'est très difficile, la diplomatie parlementaire, parce qu'on est à la fois autonome, libre, on ne doit pas marquer de complaisance, et en même temps, on est une voix officielle, on participe d'un système institutionnel. Et je trouve que nos deux rapporteurs ont fait preuve dans cette affaire d'un tact formidable. Ils ont vraiment combiné la liberté d'expression, le respect des valeurs, le maintien de contact, de sympathie avec les autorités. Je crois que cet équilibre-là, c'est l'équilibre que nous cherchons derrière la présidente de Sarnez, que nous cherchons à faire prévaloir dans cette commission. Et là, je trouve que vraiment, l'exercice était parfait. Et je suis très, très fier d'avoir été représenté au Cameroun par nos deux rapporteurs. Merci. Merci beaucoup, Jean-Louis. Eh bien, je me tourne vers nos deux rapporteurs pour les mots de la fin et répondre, s'ils le souhaitent, ou commenter ce que viennent de dire nos deux parlementaires. Okay. Bon, je dirais, je pense qu'on a beaucoup parlé. Peut-être que c'est une première étape et qu'on aura peut-être l'opportunité d'effectuer d'autres missions et parler de la situation en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Parce que cette situation, je pense que ça ne concerne pas que l'Afrique centrale, bien que c'est un secteur où il faut faire très attention parce qu'il y a des pays qui sont autour qui sont déjà un peu déstabilisés. Je parlerai de la Centrafrique, du Tchad en Afrique centrale, mais aussi, comme on a dit, des problèmes qui peuvent se poser, qui se sont posés après les élections au Gabon, au Congo. Donc voilà, on est dans une zone, je dirais, de turbulence et qu'il faut effectivement faire attention à tout ce qui s'y passe. Pour ce qui concerne le Cameroun, je reprendrai des phrases pour dire que la paix n'est pas gagnée pour autant, parce qu'il nous reste encore, peut-être en tant que parlementaire français, il nous reste à travailler encore sur certains sujets avec y associer bien sûr je dirais les parlementaires camerounais et l'exécutif camerounais. Mais pour ce qui est de la France, on a agi au moment où il fallait et surtout on a montré aussi de l'intérêt pour la population camerounaise. Donc les interventions sur le massacre de Garbou, sur l'affaire Ouazizi, a montré quand même que la France n'était pas indifférente à ce qui se passe au Cameroun, tout en restant dans notre rôle. Donc voilà, juste un peu plus de clarté et pour que nos relations continuent à se passer dans
je dirais, dans de bonnes conditions. Sébastien Nadeau l'a bien dit à la fin de son intervention. Il faudrait que les diasporas aussi aident leur pays plutôt dans le positif, c'est ce qu'il a dit, à la recherche de la paix. Et je pense que nombreux sont les qui veulent la paix, nombreux sont ceux qui ont écrit pour justement qu'on puisse faire part de leurs inquiétudes, parce qu'ils sont quand même inquiets, parce qu'ils veulent pas que leur pays sombre. Donc nous faisons attention à tout cela. Nous poursuivons notre dialogue, nous poursuivons le travail que nous a confié la Commission. Effectivement, nous sommes sensibles et nous continuerons à œuvrer dans le sens à retrouver ce dialogue permanent avec les autorités camerounaises et nos collègues parlementaires camerounais. Merci beaucoup, Rodrigue. Oui, je me joins bien sûr à ce que vient de dire Rodrigue. Et ce qui est marqué dans cette mission que nous avons faite donc à la mi-janvier, c'est qu'il y a eu un suivi. On a reçu pas mal les uns et les autres de messages, de photographies, de témoignages, de proclamations. Donc tout ça n'a pas été lettre morte et il y a un contact qui se maintient. Donc c'est important. Alors pour terminer, je serais tenté de revenir sur ces paroles de l'hymne national camerounais, que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, et puis par une citation d'un écrivain que Jean-Louis Bourlange connaît bien, qui a vécu dans l'hémisphère sud, lui, mais pas en Afrique, en Amérique du Sud, au Brésil, c'est Bernanos qui disait « L'espérance est un risque à prendre ». Eh bien, prenons ce risque tous ensemble, même si le chemin sera long. Voilà. Et merci vraiment encore une fois aux autorités et à la société civile camerounaise qui nous ont quand même bien accueillis, il faut le reconnaître. Et notre présence a été appréciée. Nous tenons à le souligner, à les remercier, les autorités, les journalistes qui étaient virulents avec nous. On a apprécié le dialogue et puis la liberté de parole. Nous continuerons à suivre de près l'évolution des choses et à tenir informée la Commission. Merci beaucoup. Anne Gente veut dire un mot. Merci, merci. On l'a salué tout à l'heure. Anne, il faut que vous fermiez vos micros, nos deux co-reporters. Anne Gente. Anne, tu mets ton micro, peut-être? Oui, oui. Mon micro est ouvert. Eh bien, on t'entend très, très mal. Je vais faire autrement. Ça y est, c'est bon. Voilà, c'était pour ça. Voilà, je crois que là, vous allez mieux m'entendre et moi aussi, je vais mieux vous entendre. Je voulais rappeler les circonstances dans lesquelles Rodrigue nous avait alerté il y a déjà plusieurs mois sur la situation au Cameroun en disant mais il faut faire vite, il y a vraiment des choses qui bougent là-bas, il faut y aller. Je voudrais vraiment remercier sa ténacité et te remercier, Marielle, d'avoir accepté cette mission flash et remercier donc nos deux rapporteurs. J'ai trouvé vraiment leur présentation mais absolument passionnante. On va au-delà de l'alerte. Vraiment une prise de conscience, je trouve ça vraiment bien et je pense que notre commission vraiment fait un travail formidable et je suis tout à fait d'accord avec Jean-Paul Lecoq aussi sur le commentaire qu'il a fait au départ. Merci beaucoup à tous, Madame la Présidente, nos rapporteurs pour cet excellent rapport. Vraiment, vous m'entendrez rarement dire ça, mais là vraiment je le dis avec beaucoup de sincérité et vraiment un travail à poursuivre peut-être aussi sur d'autres pays africains ou ailleurs dans le monde sans doute. Merci encore. Merci beaucoup à chacun. Et puis, nous continuerons de suivre la situation au Cameroun. Nous continuerons de porter ces exigences, en particulier en matière de droits de l'homme, et d'être à l'écoute, bien sûr, des pouvoirs publics, mais aussi de l'ensemble de la société civile. C'est absolument notre rôle que de le faire. Donc, un grand merci et nous continuerons de suivre cette situation. C'est cela que je vous propose. Alors, avant de clore notre réunion, nous devons procéder à 2 nominations. Nous avons d'abord 2 conventions sur l'accord de sécurité sociale avec l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Nous avons reçu la candidature de Christian Hutin. Sur l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité avec l'Inde, nous avons reçu la candidature